Alexandre Pérou pour l'invité politique. Votre invité aujourd'hui est Éric Michou. Bonjour, vous êtes député UDR de la 4e circonscription de Saône-et-Loire. Soyez le bienvenu sur l'antenne de France Info. Éric Michou, bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Oui. Vous êtes donc député du parti UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti, UDR pour Union des droites républicaines. Vous allez bientôt fêter à l'UDR vos 1 an, 1 an après depuis la sortie fracassante des Républicains de votre patron Éric Ciotti après son alliance avec le RN. Au bout d'1 an, aucun de vos textes n'a pour l'heure été adopté. Les droites, elles semblent assez divisées. Alors permettez-moi une question un peu provocatrice pour commencer. À quoi vous servez à l'UDR exactement ? L'UDR, vous l'avez dit, a déjà plus d'1 an, et on sert à porter le message d'une forme de gaullisme. Ce gaullisme qui dit que la France est quand même un pays qui lui-même doit avoir son indépendance, sa force, de se battre contre tout ce qui va toucher autour de l'exclusion, et de se battre essentiellement aussi sur l'esprit d'entreprise. Notre différence, véritablement, elle est liée au monde de l'entreprise, cette volonté d'entreprendre, cette liberté d'entreprendre, ce qui nous caractérise. On pense que l'esprit d'entreprise est l'esprit le plus important. C'est ce qui vous différencie aujourd'hui de vos alliés du Rassemblement national ? Oui, c'est ce qui nous différencie. En fait, quand vous regardez la plupart des groupes politiques, pensent à la même chose, améliorer la sécurité, améliorer le pouvoir d'achat, réduire et revoir l'immigration. Tout le monde est sur ces créneaux-là. Le nôtre, c'est développer l'esprit d'entreprise, développer l'économie, parce que pas d'avenir sans une économie développée, puisque pour distribuer des richesses, faut-il encore les avoir créées. Mais est-ce que vous assumez aujourd'hui des différences avec le parti de Marine Le Pen ? Je pense par exemple à la question des retraites. On sait que sur la réforme des retraites, vous n'avez absolument pas la même position. Le RN est pour abroger la réforme des retraites. Vous êtes pour aller encore plus loin à l'UDR ? On n'est pas pour aller plus loin. On est appelé à dire qu'en fait, il y a un vieillissement de la population qui existe et qu'il y a une nécessité probablement de travailler plus tard dans l'âge ou d'une manière différente. Il y a d'autres approches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller plus loin dans l'âge en travaillant peut se faire de manière descendante, c'est-à-dire travailler 1 an, par exemple à 62 ans, puis 6 mois, puis 3 mois, avoir cette dégressivité du travail pour en même temps avoir une passation de la compétence et de la connaissance entre des générations. Vous avez des hommes et des femmes de 60 ans et qui ont un dynamisme incroyable, nos cadres, nos ingénieurs, nos techniciens. Rien ne les empêche de continuer à travailler s'ils en ont envie. C'est une manière aussi d'aborder la chose, vous avez raison de le dire. Travailler, c'est créer de la richesse. Peu importe à la limite la manière dans laquelle vous allez le faire. Mais le couperet qui consisterait à dire, voilà, à 60 ans, 62 ans, on arrête. Non, il y a effectivement des gens qui peuvent continuer. Mais par contre, il y a des éléments très très importants sur la pénibilité au travail. Effectivement, un maçon, un artisan, un boulanger qui a travaillé toute sa vie, il est normal qu'il parte beaucoup plus tôt, même 60 ans, même avant, j'en connais de nombreux qui sont très fatigués. Donc il y a une adaptation à avoir par rapport à une situation aujourd'hui de notre pays et de sa pyramide des âges et de son économie. Alors parmi les textes que vous avez portés à l'UDR, il y a ce texte qui a été porté par votre patron Éric Ciotti sur l'inéligibilité et sur l'exécution provisoire. Est-ce que vous assumez d'avoir voulu gracier Marine Le Pen quelque part ? C'est pas gracier. C'est pas gracier. Aujourd'hui, elle n'est pas condamnée. Aujourd'hui, elle a la possibilité d'un recours. Elle était condamnée en première instance. Voilà, donc ça veut dire pas condamnée, on est bien d'accord. Donc, qui n'est pas condamné est jugé présumé innocent. Pour l'instant, de textes sont comme ça. L'exécution provisoire a créé un problème, c'est qu'elle crée l'inéligibilité d'une femme qui, aujourd'hui, est portée par presque 40% des Français. C'est pas les sondages qui font, la légitimité, ou j'allais dire plutôt l'innocence de quelqu'un non plus. Oui, mais c'est pas question à nouveau, on n'est pas là pour juger, vous êtes ni un juge ni moi. Non, exactement. Voilà, donc il y a... le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, s'est porté contre la position des 3 juges, en disant que ce qui était reproché à Marine Le Pen... Les recours, pour l'instant, de Marine Le Pen, ils ont été refusés, notamment à la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, permettez-moi de répondre à votre question quand même, cher monsieur, c'est gentil. Marine Le Pen, aujourd'hui, a été condamnée par 3 juges, avec application immédiate des choses, alors qu'en réalité, c'est un fait qui date d'il y a presque 10 ans, un fait qui, de toute façon, elle ne pourra pas reproduire. Et puis, d'autre part, on est à la frontière, quand même, de à partir de quel moment un attaché parlementaire travaille pour le parti ou travaille pour le député. Vous savez, en réalité, l'ensemble des partis, et d'ailleurs, nos amis et les filles devront en répondre dans quelques temps, sont dans cette vague-là. À partir de quand l'attaché parlementaire travaille pour
son député ou travaille pour le parti. D'ailleurs, M. Bayrou est passé à la moulinette comme les autres, il s'en est plutôt bien sorti. Marine Le Pen, comme par hasard... pas les mêmes sommes. Peu importe la somme, j'oserais dire, est important l'acte et le fait. On n'est pas dans la somme, que ce soit 1 million, 1 euro, 1 milliard... Bon. Je ne suis pas sûr que tout le monde pense comme vous. Oui, mais en fait, non, mais c'est pas 1 milliard, c'est beaucoup, c'est effectivement c'est plus faible. Mais ce que je veux dire là, aujourd'hui, elle n'est pas jugée coupable. Et en fait, vous empêchez quelqu'un qui était quand même, peu importe l'importance que vous apporterez au sondage, on dira 35, 40, 45%, chacun dira, mais elle est la femme plébiscitée par les Français. C'est quand même un déni de démocratie quelque part, évidemment. Alors, l'actualité, c'est aussi ce plan antifraude qui a été présenté par la ministre des Solidarités et de la Santé, Catherine Vautrin. Cette fraude sociale représente, selon elle, 13 milliards d'euros au programme recouvrement des aides perçues indues ou encore géolocalisation des transports sanitaires. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens? Oui, alors déjà, c'est pas 13 milliards. Je pense que notre ministre... C'est elle qui l'a chiffré à 13 milliards et c'est un rapport de la Cour des comptes. Oui, alors non, le rapport des comptes, la Cour des comptes ne dit pas ça, il dit 20 milliards. Il dit 20 milliards, et l'année 2024, c'est 896 millions qui auraient été recouvrés en 2 prestations. Prestations sur les cotisations sociales et prestations sur les cotisations, sur l'abus, on va dire, du droit social. Moi, je regrette en réalité que les taxis soient ciblés dans cette affaire. Les taxis sont ciblés, vous l'avez dit vous-même, et c'est anormal. Elle parle de réussir à gagner 4 milliards, mais ça va être très loin de tout ça. En fait, aujourd'hui, on a gagné, je vous disais, 896 millions sur 20 milliards. C'est une goutte d'eau dans l'immensité. Il y a des fraudes à la carte vitale qui sont énormes, puisqu'on parle aujourd'hui, c'est même vous qui avez fait, je crois, un reportage d'un de vos collègues sur le sujet, on parle de plusieurs millions de cartes vitales qui sont en balade dans notre pays et pour lesquelles il y a un accès facile. C'est pratiquement une carte bleue qu'on donne aux gens. Donc il y a plein d'accès. Mais là, je regrette que... Est-ce que c'est des mesures qui, selon vous... ça, c'est des mesures qui vont être a priori mises dans la loi de finances. François Bayrou, il a présenté les grandes lignes de cette loi de finances pour la rentrée. Est-ce que ça vous convient, ce qu'il vous a présenté, François Bayrou? Sur son budget? Oui. Évidemment non. Évidemment non, vous connaissez notre réponse. Évidemment non, parce qu'en réalité, ce n'est pas en taxant nos concitoyens de 2 jours de jours fériés, alors qu'ils prêtent déjà à polémique entre Pâques et 8 mai. Les anciens combattants disent c'est anormal, et puis les catholiques pratiquants disent c'est anormal aussi. Le problème n'est pas là. C'est pas en taxant nos retraités qu'on va changer le problème. On a, écoutez, plus de 400 000 normes et lois différentes dans ce pays. Il va falloir un jour s'attaquer au problème. 400 000 normes et lois différentes. Réduisons ce nombre de lois. Ce nombre... Il faut faire des économies quand même, comment on fait? Les économies, moi je vais vous dire ce qu'il faut faire comme économie. Déjà, point numéro 1, toutes ces 1200 agences pratiquement inutiles qui font le travail les uns des autres, qui sont plus ou moins gouvernées ou pas gouvernées par les ministères. Faut en retirer une grande partie. Là, aujourd'hui, dans le plan de finances que propose M. Bayrou, je pense qu'on parle d'environ moins de 2 milliards d'euros sur ces 1200 agences. Ça va toucher une trentaine d'agences. Mais c'est énorme, l'argent qui est récupéré là-dedans. Rendez-vous compte que dans les... Vous assumez d'avoir un petit peu les mêmes politiques que ce que veut faire M. Milei, par exemple, en Argentine, qui est sur cette ligne-là? Et sur une ligne, à un moment, il faut dégraisser le mammouth, comme disait un ancien ministre très connu, où l'État est devenu obèse. Aujourd'hui, un État qui a embauché plus de 400 000 personnes en moins de 20 ans dans les collectivités locales, c'est quand même un problème, alors que l'agrégation de toutes les communes vers des collectivités plus importantes avait pour but de réduire au contraire la charge. Elle n'a fait qu'augmenter, ça représente des milliards et des milliards. À un moment, vous l'avez soulevé tout à l'heure, il faudra peut-être travailler plus. Les deux gros problèmes qui ont créé cette situation, c'est d'avoir passé de 65 ans à 60 ans l'âge de départ à la retraite. Il y a une adaptation à avoir. Et ce qui fait d'ailleurs notre différence, et vous l'avez souligné tout à l'heure avec le RN, on est d'accord sur un certain nombre de sujets, comme d'ailleurs l'ensemble de l'Assemblée. Je termine, s'il vous plaît. Et sur ce sujet-là... On a bientôt terminé, j'ai une dernière question. Ah bon, allez-y alors, allez-y. Justement, parce qu'on parlait de M. Milei, vous dites qu'il faut dégraisser le mammouth. Aujourd'hui, dans son pays, en Argentine, il a décidé de baisser les aides pour les personnes handicapées et de baisser le montant des retraites. Est-ce que vous assumez aussi cette inspiration-là? Non, alors, il y a l'esprit.
L'esprit aujourd'hui, il y a tellement de possibilités aujourd'hui de redynamiser notre pays sur l'économie, l'industrie qui est en train de s'écrouler absolument, l'industrie automobile, l'importation des éoliennes qui est un scandale absolu, qui va coûter des milliards, 300 milliards, l'augmentation de la facture de l'électricité. Il y a tellement d'autres leviers, mais c'est l'esprit de tout ça. Tellement d'autres leviers dont on parlera une autre fois. Avec plaisir, malheureusement, c'est terminé. Merci, monsieur Michaud, d'avoir été notre invité ce matin. Merci.